Europe 1, 11h midi. Et si on partait ? Philippe Googler. Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1 entre 11h et midi. Et nous sommes aujourd'hui avec mes deux compagnons de voyage, Nathalie Corré et Jean-Bernard Carillet, en Tunisie et surtout en ligne avec Samia Orozman, qui est humoriste franco-tunisienne, qui est en ce moment les doigts de pied en éventail à Djerba, la petite Vénarde. Bonjour Samia. Bonjour. Comment est le temps à Djerba ? Magnifique. Il fait environ 35 degrés, un soleil sublime, on est bien. Très bien. Ben, vous voyez, à Paris, c'est exactement l'inverse. Courage. Qu'est-ce que vous voyez ? Quel est le paysage ? Ça ressemble à quoi ? Alors, il fait un très beau soleil, il y a une petite brise marine parce qu'on est entouré d'eau et on entend le chant des grillons. Ouais. Et en fait, autour de moi, c'est surtout des maisons pas terminées parce que ici, on commence à construire au fur et à mesure de nos moyens. Ouais. Et du coup, voilà ce qui se passe autour de nous. C'est surtout beaucoup de briques rouges. Les gens ne font pas de crédit généralement. Ils construisent en fonction de ce qu'ils ont dans la poche. Et c'est ce qui les encourage à continuer la construction. D'accord. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup d'oliviers, quelques palmiers. Et c'est surtout le calme absolu en fait. Donc vous commencez en nous faisant rêver pour finir par nous dire que vous êtes au milieu d'un chantier. De construction. Moi, c'est là où je suis, effectivement. Mais il y a des plages sublimes autour. Et puis surtout, le charme de Djerba, c'est les menzels. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des villages en fait traditionnels qui sont un peu comme des forteresses et où on vit en famille. C'est surtout on appelle ça des tribus. Et donc, chaque famille a son propre village. Et il y a une réelle vie en communauté, les gens vivent ensemble, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de solidarité, en plus des commérages qu'il peut y avoir dans les villages. Oui. Mais vous voulez dire que c'est une famille par village ? Exactement. Ah, c'est dingue. En fait, c'est des sociétés patriarcales. Par exemple, moi, mon nom de jeune fille, c'est Benta Mansour. Eh bien, tous les gens qui m'entourent sont des Benta Mansour. Donc, ça a beaucoup d'avantages, comme je vous disais, parce que pendant les fêtes, on se retrouve tous ensemble et tout le monde est là pour aider. Donc, quand vous avez un mariage, une naissance, tout le monde est là pour filer un coup de pouce. Pour les décès aussi, tout le monde est là. Il y a une vraie solidarité. En revanche, tout le monde est au courant de votre vie avant vous. Eh ben oui. Et des fois, on vient vous raconter ce que vous avez fait alors que vous n'étiez pas au courant. Eh ben oui. Mais alors, comment vous faites quand vous voulez avoir un peu d'une petite vie un petit peu parallèle, un peu personnelle ? Comment on se débrouille ? Et ben dans ces cas-là, on loue loin du village. Comme ça, on sait qu'on peut être tranquille. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous, on a loué une petite maison avec piscine dans la région de Midoun. En fait, c'est à côté de toute la zone hôtelière. Ouais. Et alors que moi, mon papa a une maison en plein cœur de l'île. Donc, quand on a envie de dépaysement et du lien familial et de se retrouver dans une ambiance un peu plus traditionnelle, on va au fin fond du village où le Wi-Fi, la connexion est un peu compliquée. Ouais. En fait, papa a une maison à l'ancienne, un houch, on appelle ça un houch. Au centre, il y a une cour et on dort à la belle étoile. Ah. Et donc, moi, j'aime dormir dans la cour et puis on voit les milliards d'étoiles parce que comme on est au fin fond d'un village où il n'y a pas beaucoup d'électricité autour, du coup, dormir là-bas, c'est juste exceptionnel. Et puis, la journée, je viens squatter ici dans la maison avec piscine qu'on a louée. Et là, on a un petit peu plus d'intimité. Jean-Bernard, vous connaissez Djerba ? Oui, j'aime. Alors j'ai surtout des souvenirs de plages magnifiques, de petites dégustations sur la plage justement. Oui, pour moi c'est le farniente, le côté Djerba. Ouais. Alors, mais malheureusement les gens ne connaissent que le côté farniente. Oui, c'est vrai. Alors qu'en réalité il y a plein de choses à découvrir. Oui, c'est vrai que c'est un peu le cliché sur Djerba et je suis pour une fois pas aller au-delà du cliché, c'est vrai. En fait, toute la côte est très touristique, donc il y a beaucoup d'hôtels et effectivement les plages sont magnifiques. En revanche, quand on entre à l'intérieur des terres, il y a plein de belles choses à découvrir. Ouais. Par exemple, Djerba abrite la plus vieille synagogue du monde arabe. Oui. Et elle s'appelle la Hariba. Il y a un pèlerinage qui se fait tous les mois de mai à la Hariba. Et en fait, juifs et musulmans cohabitent depuis toujours. Et ça, c'est magnifique en fait d'aller découvrir ce petit village qui s'appelle El Riyad, où il y a la plus vieille synagogue du monde arabe, parce que dans ce village-là, il y a eu aussi une belle action qui a été menée pour relancer un peu le tourisme après la Révolution. C'est un type qui s'appelle Mehdi Benchir, qui a fait venir des graffeurs du monde entier pour venir graffer sur les murs de cette petite ville. Et du coup, tous les gens qui suivent ces graffeurs-là à travers le monde sont venus découvrir ce petit village. Et c'est vrai, c'est du street art, hein, c'est vraiment, c'est pas du petit graffiti, c'est magnifique. Hein.
C'est ça, c'est du street art. Il y a Elsie et plein d'autres grands graffeurs qui sont venus. Et ça a donné un autre souffle, en fait, à Lille. Alors, les gens sont venus découvrir d'une autre manière. Djerba est située donc plutôt au sud de la Tunisie, et c'est une île dont l'histoire, dont l'origine a une belle légende. Vous pouvez nous la raconter ? Oui, alors on dit que Ulysse de l'Odyssée est venu à Djerba et qu'il a eu beaucoup de mal à la quitter parce qu'il est tombé amoureux de l'île. On dit qu'il aurait mangé un fruit qu'on appelait le lotos, et donc du coup les gens d'ici on les appelle les lotophages depuis l'époque les lotophages d'Ulysse. Les lotophages, mais qu'est-ce que c'est les mangeurs de fruits et de légumes, ouais. de fruits, et en fait on dit qu'il a eu beaucoup de mal à quitter l'île parce qu'il est tombé amoureux depuis qu'il a mangé ce fruit. Donc sur l'île, on a beaucoup de coins qui font référence à Ulysse, à son épopée, au lotophage, etc. Mais parce que j'ai pas compris quel fruit c'était, quel fruit rend amoureux, parce que ça nous intéresse tous évidemment. On appelle ça le lotos. Moi, c'est ce que j'ai pu lire. Ça s'appelait le lotos, et les gens qui tombent amoureux de ce fruit, on les a appelés les lotophages. Et donc Ulysse est venu et resté bloqué au pays des lotophages. On connaît pas les lotos. Qu'est-ce que c'est comme fruit ? C'est pour ça que vous n'êtes pas amoureux. C'est un vieux fruit, c'est un fruit qui existe encore, ou c'est juste légendaire ? Je ne pense pas, je pense que c'est une légende. C'est représenté un peu comme une fleur. Ouais. Ça ressemble un peu à une tulipe avec des pistils qui en sortent. Moi, c'est les dessins que j'ai vus ici sur l'île. Depuis petite, je me souviens juste de ça. Après, je pense que c'est juste une légende. Oui, c'est qu'une légende, Philippe. Bon, faut pas trop creuser, mais c'est vrai, comme toutes les légendes. Et là, une question évidemment que j'ai sur le bout des lèvres depuis le début, c'est que la Tunisie est hélas en ce moment victime d'une très forte poussée de Covid. J'imagine que l'ambiance à Djerba, ça doit être un peu étrange en ce moment. Oui, en fait, c'est particulièrement vite cette année. Moi qui viens plusieurs fois dans l'année, j'ai l'impression qu'on se retrouve hors saison. Ouais. Quel est le caractère des gens de Djerba ? Est-ce qu'il y a une âme particulière liée à cette île ? Ah oui, alors déjà, Djerba, c'est l'ouverture d'esprit. On appelle terre de tolérance et de paix, parce que tout le monde cohabite. En revanche, on a une réputation qui n'est pas très bonne au reste de la Tunisie, c'est qu'on est considéré comme des radins. Ah bon ? Ouais. Mais le djerbien, c'est celui qui gère bien. Alors les autres sont jaloux, parce que nous, on arrive à gérer, c'est ça le problème. En fait, les djerbiens sont principalement des épiciers. À travers le monde, ils sont connus pour ça, c'est des commerçants. Et donc, c'est des gens qui savent en fait gérer leurs biens et faire proliférer un petit peu leur argent. Et c'est des gens qui travaillent énormément, qui se lèvent très tôt le matin, qui finissent tard le soir, comme le petit épicier du coin. Mais en vrai, dites-nous, France, vous êtes radin ou pas ? Les 3 quarts des épiciers que vous avez pu rencontrer venaient sûrement de Djerba. Ah oui. Ah oui. Mais en vrai, vous êtes radin ou pas ? Pas du tout. On est juste. En fait, on n'est pas dépensier. On n'aime pas dépenser dans quelque chose d'inutile. On accueille très très bien les gens, mais aller investir dans du bling bling, strass et paillettes et dans des grosses voitures juste pour montrer qu'on a de l'argent, ça fait pas partie de notre façon de vivre. Bon. Les maisons à Djerba de dehors sont très très simples, très discrètes. Mais quand vous entrez, parfois vous découvrez des châteaux à l'intérieur. Restez avec nous, Samia. On continue à explorer Djerba et la Tunisie avec vous dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 11h midi. Et si on partait ? Philippe Googler. Nous sommes en Tunisie avec Nathalie Corée qui danse comme une folle. Ah mais moi, dès que j'entends, ça y est. Hop, c'est parti. Avec Jean-Bernard Carrier. Moi, je ne danse pas, mais j'écoute. Ah ouais. Attentivement. Et surtout avec Samia Horseman, qui est humoriste, qui est à l'origine du festival de l'île du rire à Djerba. Samia, vous êtes en ligne avec nous depuis Djerba. Vous avez toujours fait rire. Comment ça réagissait autour de vous dans votre famille à Djerba quand vous faisiez des blagues, quand vous étiez petite ? En fait, dans les mariages, les hommes et les femmes sont séparés. Les femmes sont à l'intérieur de la maison, dans la cour, et les hommes sont souvent à l'extérieur. Et donc moi, je me retrouvais au milieu de toutes ces petites vieilles, et je m'amusais à les imiter les unes les autres, ou à les faire rire avec mes anecdotes du quotidien. Et du coup, elles passaient leur temps à rire, en tous les cas devant moi. Et dès que je partais, ils disaient « La pauvre, elle va jamais trouver un mari, Mskena, elle est trop légère. » Et alors, est-ce que vous avez trouvé un mari ?
Bien sûr, mais il n'était pas djerbien, c'est pour ça. Parce que, en fait, il faut savoir que les djerbiens se marient généralement qu'entre eux. En fait, avec un coup de téléphone, vous avez le FBI de Djerba qui peut vous donner toute la lignée du garçon que vous avez rencontré. Ouais. Donc moi, mes parents, ils voulaient un Tunisien de Djerba, si possible, de la famille. Comme ça, on fait des enfants consanguins, c'est génial. Bah oui, c'est pas Et terrible du coup, ça. moi, je suis allée chercher un Martiniquais. Donc c'était rien à voir. Il venait du Nil, mais c'était pas la bonne. Et comment est-ce qu'il Ça a a été été un peu reçu? compliqué. Pardon? Comment est-ce qu'il a été reçu? Ça a été très dur. Ma mère, elle m'a dit un cahelouche, un noir. Mais il n'y en a plus des hommes sur la terre pour que tu ramènes un noir, c'est ça. On t'a fait confiance, on t'a donné la liberté, on t'a laissé faire du théâtre. Et c'est comme ça, tu dis merci. Tu veux ta mère, elle meurt, c'est ça. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber? Non. Ah, je vais mourir. Et au final, après 4 ans de galère, elle a fini par accepter et ça a été son gendre préféré parmi les 5 qu'elle avait. Ah, super. Et alors, on n'a pas parlé de la gastronomie à Djerba. Qu'est-ce qu'on mange? Oh, énormément de choses. Moi, un de mes plats préférés, c'est ce qu'on appelle le kesrem el foussa. C'est une espèce de galette de pain qui est cuite à la poêle avec une sauce façon tapas, avec des piments, des oignons, une herbe sauvage qui s'appelle le yazour et qui pousse principalement dans le sud tunisien. Et ça, c'est ce qu'on sert en ce moment, c'est devenu très à la mode, c'est ce qu'on sert dans les petits restos qui viennent d'ouvrir. Parce que les gens savent que ça leur rappelle les souvenirs de leur enfance et qu'on ne peut pas trouver ça partout. Donc les grands chefs ici à Djerba se sont mis à préparer ça en entrée dans les restaurants. Ensuite, il y a un autre truc, c'est les tripes du mouton qu'on prépare pour l'Aïd. Les tripes du en mouton? fait, c'est un peu le boudin de chez nous. Ouais. À l'intérieur, on met du riz au persil avec des morceaux de mouton. Et ça s'appelle du rasban. Et c'est donc, bon? ça, c'est un plat qu'on fait principalement pour le jour de l'Aïd, parce que les femmes ont la flemme en dehors de ça, de devoir laver les intestins et les fourrer, etc. C'est très compliqué. Ouais. Ça prend du temps à faire. Ouais. Et puis, un autre plat qu'on aime beaucoup, c'est le couscous au poisson. Il y a tous les Maghrébins du monde qui se moquent de nous en disant « Mais c'est un blasphème, comment osez-vous mélanger du couscous avec du poisson ?» C'est pas réglementaire, ça, un couscous au poisson? Pardon? C'est pas réglementaire, ça, un couscous au poisson? C'est pas réglementaire. C'est parce que vous l'avez pas goûté que vous parlez comme ça. Mais le couscous au poisson, c'est excellent. Il y a même du couscous au poulpe. Et ça fait partie des meilleurs plats que j'ai mangés de toute ma vie. Et c'est pas parce que je suis tunisienne que je dis ça. Ah ouais. Alors, moi, comme on vous a en ligne, il y a une question aussi que je voudrais vous poser, c'est la négociation dans les souks. Parce que quand on arrive de France, qu'on va dans un souk et qu'on commence à négocier, on a peur. Parce qu'on est partagé de plusieurs sentiments. À la fois, on a envie de jouer à négocier, puis en même temps, on se dit, je vais me faire avoir, puis en même temps, on se dit, j'ose pas trop négocier parce que je veux pas non plus être l'étranger qui vient mettre le bazar. Mais et alors, comment faut faire? Tellement. Parce que là-dessus, moi, je suis plus française que djerbienne. Ouais. Quand j'arrive ici, j'ai beaucoup de mal, et c'est quand j'emmenais mon papa, paix à son âme, avec moi, il négociait tellement qu'à la fin, je le regardais en disant, mais papa, t'abuses, il faut quand même qu'il gagne un peu d'argent, le pauvre type. Et il me disait, laisse-moi faire. Donc, il arrivait à négocier genre 1/10 du prix qu'on m'avait donné à la base. 1/10? Ah ouais, 1/10 du prix. Non, mais attendez, attendez, ce que vous dites là est très important. C'est un sport national. Ça veut dire que quand on commence à négocier dans un souk, on peut imaginer qu'on va payer 10 fois moins. Oui, mais pas pour tout, faut pas généraliser quand même. Oui, pas pour tout, parfois. Pas pour tout. En fait, l'idéal, c'est d'aller avec des autochtones qui connaissent les prix et qui sont de confiance. Ah oui. Moi, j'arrive péniblement moi, à je sais que je me 10%. fais toujours arnaquer, que ce soit en Tunisie, au Maroc ou ailleurs, je paye toujours plus que ce que je ne devrais. Mais après, on se dit que c'est aussi une manière de filer un coup de pouce à l'économie du pays. Mais oui. Je veux dire, on ne va pas chipoter pour 50 centimes d'euros, alors que pour nous, c'est peu et pour eux, c'est beaucoup. Oui, et puis c'est une façon aussi de parler, de se rencontrer, de discuter, de rigoler. Parce que c'est quand même c'est une pièce de théâtre. C'est quand même très, très amusant. Moi, j'ai une petite technique qui vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire que moi, je négocie toujours un objet que je ne veux pas. En fait, et puis après qu'on s'est bien acharné sur ce truc, je dis mais en fait, et ce truc-là, alors là, le gars est pas du tout intéressé. Il fait non, mais ça c'est rien, ça coûte tant ça. Ah bah non, finalement c'est pas mal. Tiens, bah, je vais prendre celui-là. Eh oui, vous croyez que vous l'avez au bon prix le deuxième? Pas forcément, mais ça m'amuse. Ah oui, c'est-à-dire que oui, c'est un petit peu comme ça. On se dit oh allez, bon, on va pas me recommencer tout à zéro pour cette petite babiole. Puis en fait, c'était la petite babiole que je voulais au départ. Pas mal. Technique. Les astuces de Nathalie Corée. Non, ça vaut rien sûrement. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Samia? C'est une technique que j'ai déjà vue chez certains amis. Et effectivement, ça peut fonctionner. Mais moi, j'arrive pas, en fait. En fait, il s'agit de détourner l'attention. Quand je viens du ici, je me vendeur. la joue grand prince. Et puis, je donne toujours plus qu'il ne faudrait parce que je me dis, c'est une manière de les soutenir aussi. Oui, voilà, c'est vrai que c'est vrai. ça partage. Hein. Mais ça veut dire que si on ne négocie pas,
on est vraiment à côté de la plaque. C'est-à-dire que on est ridicule aux yeux du vendeur. Exactement. Bah, le vendeur s'est dit, ah là là, mais qu'est-ce que je l'ai arnaqué, mais qu'est-ce qu'il est bête. Mais je vous rassure, hein, c'est aussi ça pour les enfants d'immigrés. Ah oui. Parce que moi, j'ai eu souvent des gens qui venaient vers moi avec un coup de terre roublard, genre, ah là là, j'ai réussi à l'arnaquer, regarde, je lui ai pris 5 dinars de plus. Alors qu'en fait, c'est juste que j'avais ni l'envie, ni la force d'aller me battre pour 5 dinars. Ça fait quoi, 1,50 €? Allez, prends-les, t'es 1,50 € et me fais pas mal à la tête, c'est bon. Ah oui. Donc moi, je raisonne plus comme ça, en fait. Mais alors, ça veut dire qu'il faut toujours avoir beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas forcément le temps de passer une demi-heure à négocier chaque chose. Exactement. Et le temps ici, c'est pas ça qui manque. Alors, là, vous nous avez France, on dit le temps, c'est de l'argent. Mais ici, non. Vous nous avez beaucoup parlé de Djerba, vous nous avez donné une autre image de Djerba, parce qu'on a tous une image un peu de station pour les clubs de vacances, les hôtels, et plutôt en béton, et les grandes plages. Alors, quand on vous écoute, on est complètement ailleurs. Oui, mais en fait, l'idéal, c'est vraiment de découvrir avec des autochtones. En fait, moi, je sais qu'après la vague d'attentats qu'il y avait eu, j'avais organisé une venue avec une association ici, et j'avais emmené des gens qui me suivent sur Internet pour découvrir l'intérieur des terres. Et en fait, on était allé faire la cueillette des olives avec mon papa. Ensuite, on est allé dans l'huilerie pour voir comment est-ce qu'on fabriquait l'huile d'olive. Chacun est rentré chez lui avec une petite bouteille d'huile. Je les ai emmenés au musée des arts et des traditions. Je leur ai expliqué les traditions djerbiennes, comment fonctionnaient les mariages chez nous, etc. Et en fait, ça les avait émerveillés. Et cette agence de voyage disait, on ne peut pas connaître un pays tant qu'on l'a pas bu, chanter et danser. Ah, c'est une jolie formule. On pourrait se faire inviter, Philippe, non? J'aime bien, on va essayer. J'aime bien votre formule. Merci beaucoup, Samia, de nous avoir fait découvrir votre Djerba, votre Tunisie. On pourra, je le rappelle, vous retrouver... Merci beaucoup à vous. Non, mais vous étiez super. On pourra vous retrouver très bientôt sur scène avec votre nouveau spectacle « Je suis une bouffonne », qui a déjà une date à Paris, le 12 septembre au Jardin Sauvage. Merci Samia, au revoir. C'est ça. Mais je vais vous dire au revoir à la façon tunisienne. Wallahi, merci beaucoup. On a passé un très bon moment avec vous et prenez soin de vous et attention au Covid. Allez, bislama, monsieur, bislama, madame. Slama.